Et je vous présente Jean-Michel Beignet, qui est philosophe à la Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont il y en a un que je peux même vous montrer, c'est formidable, Les robots font-ils l'amour? Le transhumanisme en 12 questions, sorti chez Duno en 2016. Et que voici, comme ça, je vais être plus dans un axe de caméra. Non? Oui, si, c'est formidable. Jessica, c'est à toi. Bonjour Jean-Michel Beignet. Alors le fantasme de l'immortalité, on a l'impression que c'est vieux comme l'espèce humaine. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cet idéal a un écho nouveau? Eh bien, écoutez, vous portez le fer exactement où il faut le porter. Hein, effectivement, si le transhumanisme prétend réaliser toutes les aspirations des humains, il est naturel que l'aspiration suprême soit présentée comme celle de l'immortalité. Donc c'est vrai que tout à coup, les gens se disent que si ces transhumanistes ont raison, alors effectivement, la pérennisation de notre existence est à l'ordre du jour et on peut encourager effectivement tous ceux qui peuvent y contribuer. Alors l'immortalité, au fond, toutes les sociétés n'ont pas souhaité l'immortalité. Prenez Ulysse. Ulysse, il a refusé à Calypso l'immortalité. Il lui a préféré quoi? Il lui a préféré non seulement Pénélope, il lui a préféré ses amis, ses compagnons, il lui a préféré le hasard de l'existence, éventuellement la guerre, puisque ça faisait partie du contexte. Mais en tout cas, on a, avec la figure d'Ulysse, l'exemple d'un humain qui refuse ce qui ne lui revient pas, à savoir un attribut qui appartenait aux dieux. Hein. Pour les Grecs, c'est très simple. L'immortalité, c'est pour les dieux et aussi pour les animaux, puisque à l'époque, on considère qu'un animal n'ayant pas conscience de mourir, finalement, accomplit un cycle biologique qui le remplace toujours dans une chaîne continue, qui est celle de l'espèce. Eh bien, voilà, le problème aujourd'hui, et vous le posez, c'est de savoir d'où vient que les humains aspirent à une condition dont toute la tradition occidentale dit qu'elle n'est pas la nôtre. Alors il y a des réponses. Les réponses des sociologues, par exemple, c'est de dire que plus une société est individualiste, plus elle est frileuse à l'égard de la mort. Autrement dit, dans les sociétés cohésives, les sociétés archaïques, si vous voulez, il y a une manière de gérer l'idée de mort qui ne la rend pas effrayante. C'est une chose. Donc nous sommes une société hyper individualiste et l'individualisme, c'est toujours une fragilité. Nous nous sentons finalement comme des zombies déliés de liens fondamentaux et nous paniquons. Donc l'idée de mort nous terrifie plus que jamais, sans doute, et donc nous accueillons les promesses des technologues comme le véritable salut. Donc, si je comprends bien, le transhumanisme s'appuie sur cette révolution, il s'appuie aussi sur une révolution scientifique qui allie les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, les biotech, qui pourront permettre de faire des choses qu'on ne pouvait absolument pas faire avant, permettre aux aveugles de voir, aux paralytiques de remarcher, on pourra séquencer l'ADN de tous les futurs bébés. Est-ce qu'il faut, à votre avis, aller dans cette direction, améliorer l'espèce humaine, ou plutôt se contenter d'en réparer les défaillances ? Bon, améliorer l'espèce humaine, oui, pourquoi pas. Le grand humaniste biologiste Jean Rostand disait la biologie, ça doit servir à améliorer l'espèce humaine. Donc, pas de problème de ce point de vue-là. L'augmenter, c'est autre chose, hein, puisqu'on parle beaucoup d'humains augmentés aujourd'hui. L'augmenter, c'est autre chose. C'est considérer que l'espèce humaine peut recevoir de nouvelles performances, de nouvelles compétences, grâce à des manipulations qui peuvent être celles du génome, hein, importer, je ne sais pas, un gène de chauve-souris ou un gène de requin dans le génome des humains pour faire en sorte que nous fassions naître des individus qui seront dotés de l'écolocation des chauves-souris ou de la sensibilité aux ondes électriques des requins. C'est un autre problème, mais ça pose le problème éthique, hein, de savoir si tout ce qui est techniquement réalisable doit être réalisé. C'est un vrai problème. Maintenant, que les technologies nous promettent
cette transformation de l'espèce humaine me pose, quant à moi, une question. Je crois, depuis ce matin, je me fais la réflexion que, décidément, je ne suis pas vraiment fier, pour ce qui me concerne, de n'être plus qu'un support de données, de n'être plus qu'une espèce de code-barre sur pattes. On ne parle plus de nous que de cette manière-là. Vous l'avez sans doute remarqué. Même quand on parle du langage, on ne parle pas de mots, à la manière dont les mots interviennent dans la recherche du temps perdu de Proust, mais on parle de mots-clés, de mots qui doivent déclencher des réactions, qui doivent être par conséquent transparents, univoques, etc. Bref, si je me résume, je considère que le monde que nous sommes en train de développer est un monde qui nous machinise de plus en plus. Plus nous avons à interférer avec des machines, plus nous devons nous comporter nous-mêmes comme des machines. Essayez de vous comporter en humain avec un serveur vocal. Vous verrez, ça ne marche pas. On le sait bien. Donc, nous sommes de plus en plus machinisés et nous consentons à l'être parce que nous avons l'impression que nous allons en tirer quelques profits. Eh bien, d'un autre côté, les technologies peuvent aussi nous animaliser. Et de même que je n'étais pas fier de n'être qu'un support de données, je ne suis pas fier de n'être qu'un conteneur à gènes ou qu'un sac à organes dont on me dit que l'on va pouvoir les renouveler ou que l'on va pouvoir le manipuler, ce génome. Donc, machinisation, animalisation, je crois que on perd là l'humain. Donc vous n'adhérez pas du tout au discours qu'on a beaucoup entendu ce matin qui dit que l'IA, en somme, permettrait, que ce serait notre seule voie d'avenir de l'alliance l'homme et la machine qui nous permettrait de continuer à dominer les machines, c'est de faire alliance avec elles et de s'appuyer sur leurs forces pour faire des nouvelles choses. Parce que je pense que d'abord, il n'y aura pas d'alliance. Je pense que l'intelligence artificielle peut triompher, effectivement. C'est-à-dire nous éliminer, et là je rejoins quand même Elon Musk ou Dawkins dont nous avons parlé, ce matin. Donc je crois que là il y a un déséquilibre qui est en train de s'introduire. Donc c'est vrai que je trouve parfaitement étrange que nous acceptions d'imaginer que notre avenir ne consisterait que dans la fusion avec la machine. Vous savez, le grand rapport américain qui a été remis en 2002 au gouvernement et qui annonce que finalement le nec plus ultra de l'innovation concernant l'humain, ce sera la réalisation de la pensée intégrale, c'est-à-dire l'intégration par voie d'un plan intracérébral d'Internet, tout simplement, ne m'enthousiasme pas exagérément. Je pense qu'une technologie qui deviendra invasive est une technologie qui me privera complètement et de la liberté et de l'usage du langage à des fins symboliques, c'est-à-dire à des fins profondément humaines. Une dernière petite question. Est-ce que vous avez l'impression que tout ce courant du transhumanisme prend un peu la relève de ce qu'on a appelé les grands récits, comme le christianisme ou le communisme, qui donnent à penser une forme d'idéal? Est-ce que vous avez l'impression que le transhumanisme joue un peu ce rôle d'une nouvelle religion? Ah oui, je crois que là, nous avons typiquement affaire à la reconduction de ce qu'on avait appelé les grands récits. Longtemps, les hommes ont cru que leur salut pouvait consister dans la religion. Bon, ça a tourné court. Longtemps, ils ont cru que c'était la politique qui pouvait leur donner satisfaction. Là, ça a viré plutôt au noir et on a vu les totalitarismes du XXe siècle l'illustrer. Eh bien, aujourd'hui, on considère que notre salut, il tient dans les sciences et les technologies, mais on ne s'aperçoit pas que, ce faisant, on est en train de retrouver des travers qui étaient ceux des totalitarismes, c'est-à-dire la réduction de l'individu à pas grand-chose d'autre que ces zombies dont on gère les flux et dont on gère les données, et puis en même temps l'avènement d'une espèce de société où devrait triompher la transparence absolue, c'est-à-dire la désambiguation, c'est-à-dire la suppression de ce qu'il y a de compliqué dans l'humain. Or, pour cela, moi j'en appelle à la résistance, et je me réfère souvent à la littérature. Je dis, lisez donc les grandes œuvres littéraires, assistez à l'histoire des humains
compliqués, c'est-à-dire des humains qui ne sont pas formatés, formalisés, soumis à des procédures et à des formulaires. Voilà, une belle matière à réflexion. Merci Jean-Michel Beignet.